thème qui est particulièrement d'actualité puisque nous allons faire une assemblée générale qui va clore l'année 2020 et l'année 2020, comme vous vous souvenez, c'était les 50 ans de la loi de 70. Et la loi de 70, on le sait maintenant, est pour partie en tout cas un obstacle au plein développement de la réduction des risques. Or, la réduction des risques est en mouvement, c'est ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, mais elle ne semble pas en marche, si j'en crois les déclarations hier du ministre de l'Intérieur qui déclarait de façon martiale que la drogue ne devait pas être accompagnée mais combattue. Pour des intervenants comme moi, qui avons commencé à travailler pour ma part en 1986, cela rappelle des mauvais souvenirs, évidemment. Ça rappelle les souvenirs de la guerre contre la drogue qui a conduit au désastre du sida chez les usagers de drogue, notamment du fait de la pénalisation des usages, mais aussi de l'interdiction à l'époque de la vente des seringues. Et on sait que ces erreurs-là se sont payées très très cher en termes de vies humaines, si bien qu'une des grandes leçons que nous avons apprises à l'époque, c'est que la réduction des risques au travers d'une meilleure action de fraternité, de solidarité, de proximité avec les usagers, avec leurs attentes, nous permettait non seulement d'être plus à l'aise vis-à-vis d'impératifs éthiques, mais également d'être beaucoup plus efficace, puisque depuis cette époque sinistre, le VIH s'est complètement effondré chez les usagers de drogue et on a vu ensuite que les politiques de réduction des risques ont permis également le nombre de décès par overdose. Si bien que la réduction des risques, c'est aussi l'art finalement de conjuguer des impératifs éthiques et des impératifs d'efficacité. Et on sait que les discours martiaux de ce côté-là sont plutôt contre-productifs, voire dangereux, et donc sont à critiquer, à combattre au nom des données. Au nom des données, et c'est pour ça que nous accueillerons tout à l'heure avec grand intérêt des rapports d'expertise, des rapports scientifiques qui nous montrent que la réduction des risques, c'est efficace, non seulement pour les personnes, mais aussi pour l'équilibre social dans son entier. Alors pour autant, où en sommes-nous 5 ans après les mesures inscrites dans la loi de modernisation du système de santé en 2016? Ça va être l'intérêt du débat qui va suivre ces quelques propos d'introduction. Et c'est où en sommes-nous? On sait que cette mobilisation des équipes autour de la réduction des risques a paradoxalement été encore activée par la crise sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons encore, puisqu'on a pu voir là aussi que les équipes parmi celles qui s'impliquaient dans le domaine des addictions, avaient fait parfois la preuve de leur plus grande résilience, de leur plus grande réactivité, de leur plus grande capacité à répondre aux besoins, aux attentes des publics précaires, en grande vulnérabilité dans toute cette période-là. C'était aussi les équipes de première ligne, c'était aussi les équipes de réduction des risques, celles des CARUD, c'était aussi les équipes de rue, c'était aussi les équipes des centres de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, celles des XAPA. Donc la crise actuelle nous a montré que vraiment la réduction des risques était un ressort essentiel du soin et de l'accompagnement. Alors où en sommes-nous? On a pu déployer des démarches d'aller vers, on a pu déployer des expérimentations, notamment vis-à-vis de la réduction des risques alcool dans les centres de desserrement et maintenant dans les centres liés aux structures d'hébergement d'urgence. On a pu développer également des actions de réduction des risques par rapport au tabac, avec la vape, également par rapport aux jeux. On a pu recevoir et bénéficier de rapports d'évaluation qui sont tout à fait encourageants, notamment sur les salles de consommation à moindre risque, mais il y a aussi l'expertise collective sur l'alcool. On attend prochainement un avis du Haut Conseil de santé publique sur les questions de vapotage. Donc, de fait, la réduction des risques sur le terrain et dans la science également est plus que jamais peut-être en mouvement. On a des perspectives aussi à l'Agence nationale de sécurité du médicament sur l'ouverture prochaine, je pense, d'un groupe de travail sur la substitution injectable, sur le sulfate de morphine. Je profite au passage de cette référence à la substitution, mais nous y reviendrons plus longuement au moment de l'Assemblée générale pour faire part de toute notre émotion suite à l'annonce douloureuse du décès de notre ami et compagnon Claude Magnin, un médecin donc, qui avait fait la preuve toujours d'une implication extraordinaire auprès de ses patients, mais aussi d'une réflexion globale qui nous permettait de briser les murs ou les cloisons qui existaient entre la médecine générale et les centres médico-sociaux. Il a fait preuve d'un dévouement et d'un humanisme absolument hors du commun.
Et je salue évidemment tout à fait sa mémoire. C'est un événement qui nous affecte profondément. Et nous en parlerons tout à l'heure avec émotion avec Xavier Aknin, puisqu'on sait que Claude a été également un des acteurs essentiels du rapprochement entre MG Addiction et la fédération elle-même. Donc depuis la loi de santé de 2004, qui avait reconnu la réduction des risques dans la politique de santé, puis celle de 2016 qui a permis des avancées avec l'inscription de l'analyse de drogue, mais aussi la réduction des risques en prison, jusqu'à la prévention des surdoses avec le développement de l'analoxone, mais aussi la possibilité de superviser les usages dans les XAPA et les CARUD, mais aussi d'implanter dans les salles de consommation à moindre risque. Donc dans toute cette turbulence et ce foisonnement d'initiatives, où en sommes-nous maintenant? Et surtout, quand on entend les déclarations récentes, la réduction des risques ne risque-t-elle pas toujours d'être attaquée comme une variable d'ajustement politique sur les enjeux de drogue au nom des impératifs de sécurité, comme si sécurité et santé devaient nécessairement s'opposer, alors qu'évidemment, les deux doivent être conjointes pour vraiment un meilleur équilibre des populations. Donc c'est sur ces thèmes-là que nous vous invitons à débattre. Et je vais donc céder la parole immédiatement à mon amie Catherine Delorme avec son superbe casque pour qu'elle introduise le débat, présente les différents intervenants et lance l'après-midi. Donc Catherine, à toi. Eh bien, merci Jean-Michel pour ce propos introductif. J'ai en effet fait un effort de style, là quand même, c'est l'AG de la fédération, donc effectivement mon casque est rose aujourd'hui. Merci pour ce rappel historique qui nous amène aussi à des éléments de contextualisation, de contexte que tu as rappelé. Donc, on a effectivement proposé ce débat de pré-AG sur la RDR en mouvement et il s'agira en effet de voir quel mouvement au singulier plutôt au pluriel. Donc, je vais rapidement introduire nos intervenants qui nous ont fait le plaisir de s'associer à cette pré-AG pour ouvrir cette séquence. Tu l'as rappelé, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, c'est à la fois une réforme structurelle et c'est la loi de santé publique qui succède à celle du 9 août 2004 qui a reconnu la réduction des risques. Et elle contient plusieurs avancées, des avancées sur la nature et sur la définition de la réduction des risques, puisque dans son article 41, elle en donne une nouvelle définition, au-delà du risque infectieux, la notion de dommage, et elle intègre toutes les substances psychoactives et plus uniquement les drogues illicites. Et nous commencerons avec Lilian Babé. Je te salue, Lilian, qui est directeur d'Opélia Passerelle 39, qui est membre du conseil d'administration de la Fédération Addiction et qui évoquera notamment cette extension du domaine de la lutte à tous les produits et tous les publics au plan des pratiques professionnelles et de leurs évolutions. Puis 12 minutes après le début de son intervention, un peu plus tard, c'est Yann Biziou. Bonjour Yann, qui est maître de conférence, docteur en droit privé et sciences criminelles à l'université Paul Valéry de Montpellier 3, qui abordera les questions juridiques, ou plutôt le flou juridique quant à la mise en œuvre des dispositions qui sont contenues dans la loi. Puis, 12 minutes après le début de l'intervention de Yann, je céderai la parole bien volontiers à Marie-Geoffrey Roustide. Salut à toi Marie, qui est sociologue et qui est chargée de recherche à l'INSERM, qui interviendra sur les aspects evidence-based et leurs relations avec les politiques publiques. L'occasion également, Marie, d'un focus sur le dernier rapport d'évaluation sur les salles de consommation à moindre risque, auquel la loi de santé publique a donné dans son article 43 une base légale. Et puis enfin, 12 minutes après le début de ton intervention, nous laisserons la parole à nos deux discutants. Jean-Maxence Granier, bonjour à toi Jean-Maxence, qui est président d'ASUD, qui est effectivement l'association historique militante de réduction des risques, devenue un peu plus récemment association de patients. Et le deuxième discutant, c'est donc Sébastien Béziot. Bonjour Sébastien, qui est membre de SOVAP et qui milite donc pour la VAP. Voilà, juste une dernière précision, puisque je crois que je ne l'ai pas évoqué. Vous disposez donc de 12 minutes chacun.
je ne suis pas sûre de l'avoir bien précisé. Vous disposez donc de 12 minutes chacun pour vos interventions, de façon à ce qu'on puisse échanger, alimenter le débat et du coup, surtout aussi réagir à vos interventions. Donc, Lilian, je te cède tout de suite la parole pour la question de la RDR élargie à tous les publics et à tous les produits. Merci Catherine, bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer tout de suite et je vais essayer de rester dans le délai contraint qui vient de nous être rappelé, à grand renfort de casque. D'ailleurs, je suis très impressionné. Pour rebondir sur les propos de Jean-Michel, je voulais juste préciser en introduction que je dois aussi ma place parmi vous et mon implication au sein de la Fédération Addiction depuis maintenant à peu près 12 ans à Claude Magnin, qui m'a largement introduit dans cet espace d'échange et de partenariat qui est le nôtre. Et donc, bien évidemment, toutes mes pensées vont vers lui et ses proches aujourd'hui. Je vais donc tout de suite poursuivre. Alors, bien évidemment, pour parler de l'évolution et l'élargissement de la réduction des risques à tous les produits et à toutes les substances, j'ai essayé d'éviter de vous faire un espèce d'inventaire à l'après-vert qui pourrait être vite lourd, d'autant plus en visio, mais malheureusement, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait réussi l'exercice, parce qu'il me semble quand même que quelques constats s'imposent avant de pouvoir répondre à cette possibilité d'élargissement, et d'ailleurs en reprenant certaines choses que Jean-Michel a pu préciser en introduction. D'abord, si on regarde du côté des salles de consommation à moindre risque, on arrive aujourd'hui en fin d'expérimentation avec 2 salles à Strasbourg et à Paris, avec des résultats, et on le verra certainement après, plus qu'encourageants et positifs, mais en tout cas, nous, de notre place, je pense qu'on s'en doutait un petit peu, en termes de santé publique et de sécurité publique. Il y a des nouveaux projets qui sont en cours et qui sont bien avancés, et je pense notamment à Lyon et Marseille. En parallèle, malheureusement, on voit aussi que certains autres projets ont pu être freinés, voire carrément stoppés. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Paris, mais c'est le cas et encore très récemment, donc je crois que c'était aujourd'hui ou hier, par notre ministre de l'Intérieur, de la salle de consommation, du projet de salle de consommation à Lille. Cette difficulté à déployer des salles de consommation à moindre risque en France montre à quel point l'acceptabilité citoyenne et sociale de ce dispositif, malgré encore une fois des résultats positifs, reste malgré tout soumise à des enjeux politiques et parfois électoraux qui prévalent à ceux de santé publique ou de sécurité publique. Du côté du principe de la supervision des comportements d'usage, introduit par l'article 41 de cette même loi de santé, alors oui, il y a des choses qui se font dans les XAPA et dans les CARID à l'initiative des équipes et parfois des usagers pairs, mais il n'y a pas d'avancée particulière, alors même que la majorité de ces structures reconnaissent avoir connaissance de pratiques d'usage au sein de ces structures. On peut d'ailleurs constater que le fait de faire avancer la reconnaissance et la nécessité de la mise en œuvre d'espaces de consommation supervisés et de déploiement de programmes de type AERLI reste quand même très compliqué et parfois j'ai envie de dire aussi ARS dépendante et défend des pouvoirs publics. Du côté de l'analyse de drogue et de sa reconnaissance juridique comme mission de réduction des risques, aujourd'hui le réseau Analyse Ton Prod est constitué après le transfert avec succès de la mission XVT portée initialement et historiquement par Médecins du Monde, avec une volonté affirmée pour ses membres de ce nouveau réseau, dont l'effectif grandit d'ailleurs régulièrement, de valoriser la complémentarité des différentes techniques analytiques. Pour autant, la structuration même de ce dispositif reste lente et complexe, et en fonction des territoires, bien sûr, et du positionnement des pouvoirs publics. Donc, on retrouve toujours un petit peu les mêmes difficultés en ronronnement. Du côté de la réduction des risques en milieu carcéral, malgré le principe d'équivalence d'accès aux outils de réduction des risques entre le milieu libre et le milieu carcéral, rappelé dans la loi de 2016, cette extension ne va pas de soi. Elle reste d'ailleurs parfois souvent focalisée autour de l'épineuse question, passez-moi l'expression, de l'accès aux seringues et à sa difficulté à mettre en œuvre, ce qui bloque par ailleurs souvent la réflexion autour de la mise en place d'autres mesures plus simples à déployer. Toutefois, là où l'expérimentation se fait, puisqu'elle se fait quand même, et où ces mesures sont adaptées au milieu carcéral et au contexte, on y observe des résultats bien sûr positifs pour la prise en charge des personnes détenues et surtout, et c'est important, un renforcement des partenariats et de la coopération entre le secteur de la justice et du soin en addictologie. En l'absence de cadre réglementaire précis, ces expérimentations restent souvent des projets isolés et il est impossible aujourd'hui de
parler d'un déploiement égalitaire sur le territoire. Je ne m'étendrai pas plus que ça sur le cadre prohibitionniste qui continue à instaurer une summa divisio entre substances licites et illicites, parce que je pense que Yann Bizio en parlera bien mieux que moi. Mais il est évident que cela reste un frein considérable, comme le rappelait Jean-Michel, au déploiement de la réduction des risques et au respect du droit des usagers. Les prises de position régulières de notre ministre de l'Intérieur sur la guerre à la drogue, ou les récents débats d'ailleurs sur le cannabis et leur lenteur, voire leur teneur d'ailleurs en substance, ne font que nous rappeler que le chemin est encore long malheureusement. Même si, alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais la Cour de cassation a rendu un arrêté sur la situation légale du CBD en France qu'on peut quand même considérer comme une de vive victoire. Sur les substances licites, justement, et pour faire le lien, notons que si la vape est reconnue aujourd'hui comme outil de réduction des risques, elle est surtout entendue comme outil d'aide à l'arrêt ou à la réduction du tabac, mais également comme une porte d'entrée sur le tabac pour les jeunes, ce qui aurait plutôt tendance d'ailleurs à flouter le discours en termes de réduction des risques. Alors là, je ne parle pas bien sûr des usagers, hein, mais je parle des pouvoirs publics. Pour l'alcool et la réduction des risques, Jean-Michel le disait tout à l'heure, plusieurs expertises sont en cours ou ont été publiées. On voit ici cependant une tendance forte, il me semble, à discuter, à cantonner la réduction des risques liés aux consommations d'alcool à des programmes ou à des accompagnements axés sur la simple réduction des consommations et à remettre ainsi en question en partie les principes fondamentaux de la réduction des risques et notamment la sécurisation des pratiques de consommation. On peut d'ailleurs également remarquer que la reconnaissance de l'expertise des usagers, autre principe fondamental de la réduction des risques, lorsqu'à la tribune, ne s'exprime principalement que par la voix de mouvements néphalistes, qui bien sûr ont toute leur légitimité sur la question, mais qui ne sauraient prétendre à eux seuls représenter la globalité des expertises en matière d'usage d'alcool et de pratiques de réduction des risques. Force est de constater en tout cas que sur cette question de réduction des risques d'alcool, liés aux consommations d'alcool, le débat est loin d'être clos. D'ailleurs, pour rappel, petit rappel historique et pour faire le lien, la mission de réduction des risques rendue obligatoire par la circulaire de février 2008 pour l'Exapa précisait que devait être définie ultérieurement cette mission pour les personnes en difficulté avec l'alcool sur la base d'une expertise scientifique. Aujourd'hui, on est en 2021, ces expertises arrivent, mais il n'empêche que de façon plus globale, la mission obligatoire de réduction des risques dans l'Exapa ne fait toujours pas l'objet d'un cadre précis. Et on observe une inégalité territoriale du déploiement de cette mission en fonction des XAPA et en fonction de leur histoire. Enfin, pour les jeux de hasard et d'argent, plusieurs expérimentations sont en cours à des fins de capitalisation. Alors, quelles conclusions tirer de tous ces constats, sachant qu'ils sont bien évidemment loin d'être exhaustifs? Nous pourrions poursuivre d'ailleurs cette réflexion sur l'accès au TSO, sur le dépistage, sur les dispositifs anti-overdose ou encore sur l'intervention en milieu festif. Il me faudrait cependant un peu plus de 12 minutes. Et là, je vous avoue que j'ai peur de la dame au casque, donc je vais tout de suite enchaîner. Ce qu'on pourrait dire en tout cas, la notion de loi de santé, la loi de santé de 2016 a fait apparaître une notion intéressante qui est de plus en plus utilisée d'ailleurs dans nos langages courants de juristes, d'addictologues ou autres, qui est celui de RDR historique. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre par RDR historique? Certainement la RDR d'avant 2016, ou celle qui concernait les toxicomanes, ou celle qui est née du sida, ou bien encore RDR historique, celle qui a mis 20 ans à être reconnue comme politique de santé publique. Notons par ailleurs que si l'on rajoute à ces 20 ans les 12 ans pour arriver à 2016, on n'est pas loin de l'âge du Christ, donc potentiellement quelques miracles à venir. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, cette RDR historique, on pourrait penser qu'elle jouit aujourd'hui d'une reconnaissance installée, mais au regard de la difficulté à la mettre en œuvre, du fait qu'elle continue à se développer sur des phases d'expérimentation, ce qu'on voit surtout, et c'est peut-être le risque, et en tout cas, il apparaît d'y être prudent et d'y porter attention, c'est une nouvelle définition de la réduction des risques qui serait un peu une réduction des risques à la carte, où on peut se permettre de refaire l'histoire pour mieux s'en écarter, parfois en fonction du contexte ou pourquoi pas en fonction des substances ou des comportements à risque. Et à terme, cette RDR à la carte, l'idée, c'est qu'elle risque fortement de remettre en cause les principes fondamentaux de la réduction des risques qui ont forgé pour autant cette même reconnaissance. Quid de l'expertise des usagers, quid du non-jugement, quid de la sécurisation des consommations. La réduction des risques semble aujourd'hui coincée dans un cycle pas si vertueux, à devoir systématiquement refaire ses preuves,
à grands coups d'expérimentation, au rythme de décrets, de circulaires ou de cadres réglementaires qui parfois ne verront jamais le jour. Et on voit revenir aussi, comme historiquement d'ailleurs, des guerres de chapelle et des guerres de discours, ce qui continue aussi, malgré toutes les expérimentations que l'on peut constater, à remettre en cause cette même légitimité et ce qui peut paraître dommage. Pour conclure, je dirais que si, comme le soulignait Ulrich Brecht déjà en 2001 dans son ouvrage sur la société des risques, si les politiques publiques sont de plus en plus déterminées par la connaissance scientifique des risques qu'elles engendrent dans nos sociétés post-industrielles, souhaitons que le paradigme de la réduction des risques puisse continuer à se renforcer pour passer du statut d'exception à la règle, à celui du principe régulateur des politiques de lutte contre les addictions. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai tenu le timing. Parfaitement, Lilian. Je te remercie beaucoup, à la fois pour cet exposé, cette démonstration qui effectivement prépare le terrain, je pense, pour Yann, et d'avoir effectivement tenu le planning. Tu m'envoies absolument ravie. Je crois même que je rosis. Yann, je te laisse la parole à ton tour. Je ne te vois pas non plus dans le… Est-ce que tu m'entends, Bonjour, Yann? bonjour. Je suis complètement à gauche, a priori, comme d'habitude. Moi, D'accord. la gauche, c'est bien connu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour, merci pour l'invitation. Et puis pour les remarques qui ont déjà été faites, parce que oui, flou juridique, pas juridique. En fait, et Lorraine, puisque c'est Lorraine quand même qui assure toute l'intendance, là, merci à elle et bravo. On voit directement la diapo, la diapo 1. En fait, j'ai rebaptisé le titre flou juridique ou flou politique, et tu peux avancer sur la diapositive. En voyant la déclaration que Jean-Michel Delisle tu évoquais de notre ministre hier, la drogue ne doit pas être accompagnée mais combattue. Je pense qu'on est tous restés un peu sans voix devant cette déclaration. Il parvient encore à nous surprendre. Et donc, où en est la réduction des risques aujourd'hui? Vas-y, Lorraine, juste pour les deux petites, voilà, il y a deux petites puces, voilà. En fait, on a une base réglementaire qui est solide, et là, la loi de 2016 que vous évoquiez marque un progrès très net. Et en même temps, qu'est-ce qu'on constate? On constate une implantation qui est toujours difficile. Et c'est là-dessus, en fait, que je vais focaliser mes 12 minutes d'intervention, et tu peux passer à la diapositive suivante. Alors, la reconnaissance, il faut peut-être rappeler 2016, en fait c'est 2014, hein, parce qu'il a fallu 2 ans pour faire passer la loi, et même, souvenez-vous, 2013, avec la décision du Conseil d'État qui vous avait saisi en pleine Assemblée Générale et en pleine journée des adhérents, hein, où on s'était retrouvé avec cette décision contre les salles du Conseil d'État. Tu peux dérouler toutes les puces, hein, ce sera plus simple, voilà. Et là, il y a eu un travail énorme qui a été fait par la fédération. Et moi, j'ai le souvenir, en fait, de vous avoir sollicité et de vous avoir vu porter quelque chose qui, pour moi, était absolument essentiel. C'était d'arriver à sortir la RDR des dispositions spécifiques relatives au sida pour en faire un dispositif de lutte contre la toxicomanie, au même titre que la prohibition. Et ça, on l'avait obtenu dans la loi, et là, vous avez fait un travail fantastique, et c'est ça qui a consacré pour moi la reconnaissance des missions de la RDR. Et c'est la première fois, parce qu'on parle de 2004, oui, mais non, c'est vraiment la loi de 2016 qui va permettre d'afficher la réduction des risques dans les titres et les chapitres et les sous-titres du Code de la santé publique. C'est peut-être rien, c'est peut-être anecdotique, mais d'un point de vue juridique, c'est très important que ce basculement de la réduction des risques dans les dispositions du Code de la santé publique relatives aux drogues, pour montrer qu'elle devenait un des axes majeurs de lutte contre les toxicomanies, puisque le titre général, malheureusement, n'a pas changé. Et donc, on a toute une série de dispositions qui sont venues reconnaître l'activité de RDR, hein, la structuration des CARU, la sécurisation des pratiques, le référentiel, le cadre de l'accompagnement, les excuses pénales qui ont été difficiles à obtenir, mais qu'on a réussi à obtenir, l'excuse pénale générale pour tous les acteurs de la RDR, y compris
les pères aidants, et ça c'est quand même important. Et puis les excuses pénales spécifiques aux salles de consommation à moindre risque pour permettre le développement de ces salles. On peut passer à la diapo suivante, Lorraine. Merci. Et en même temps, ça bloque. Alors pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Et déroule toutes les puces, hein, voilà, ce sera fait. Mais en fait, je pense d'abord que c'est une pratique administrative qui est encore naissante. C'est-à-dire pour l'administration, pour nous, c'est très long, mais pour l'administration, 30 ans, c'est peu. Et donc, l'administration n'a pas encore complètement intégré la portée, l'intérêt, l'utilité de la RDR. Et on le voit, alors j'ai mis dans la gestion de la crise du Covid, parce qu'en dehors des drogues, on a bien vu que l'approche de lutte contre la pandémie avait beaucoup de mal à utiliser des outils de réduction des risques et qu'on allait tout de suite sur les contraventions, sur les PV, sur les interdictions, sur la police, etc., etc., donc sur les pratiques répressives. Et donc, la difficulté à intégrer la RDR, je pense qu'elle n'est pas spécifique au champ des drogues et elle est liée tout simplement aux pratiques administratives. Et vous évoquiez, Lilian, tu évoquais la décision de la Cour de cassation hier sur le CBD. Ça fait 2 ans que sur le CBD, on n'a pas un discours rationnel de la part des pouvoirs publics. On est dans quelque chose qui est complètement voilà, de l'ordre du symbolique. On a un très bel arrêt hier qui rend possible l'utilisation du CBD en France. Et moi, je répète, allons-y, utilisons-le comme outil de réduction des risques. Mais ça, pour arriver à le faire comprendre à l'administration, c'est assez difficile. Puis certains d'entre vous, vous avez vu les obstacles techniques hein, pour un des projets de salle de consommation à moindre risque. Vous aviez prévu un groupement de coopération sociale et médico-sociale, et puis on vous dit, ah ben non, c'est pas possible. On ne peut pas faire une salle de consommation. Ben si, on peut. On peut, mais il faut lire les textes, il faut analyser le droit et en fait, ce ne sont pas des pratiques administratives que l'administration maîtrise. Et donc, à chaque fois, on a un effort à produire pour que l'ARDR se traduise concrètement en pratique. Et on reste loin du compte. Hein. Le référentiel, ça fait depuis 2016 qu'on en demande la révision, il n'a pas été révisé. Donc le référentiel ne cadre pas avec, à part pour les SCMR, il ne cadre pas avec la loi de 2016. Et on reste toujours, alors je l'ai mis avec un S que j'ai corrigé après, donc vous avez la faute d'orthographe, hein, je suis désolé, sur la diapositive. La question de comment gérer les injections dans les lieux qui accueillent des usagers en dehors des SCMR. Hein, on avait travaillé, on avait commencé à réfléchir là-dessus au sein de avec vous à la fédération pour savoir comment faire et comment articuler ça avec les obligations de sécurité de l'employeur. L'employeur qui doit garantir à ses salariés des conditions d'activité sécurisées, même dans un environnement dangereux. Et là-dessus, tu peux passer à la diapo suivante, mais là-dessus, juste, on a un arrêt de la Cour de cassation qui ne concerne pas le champ des SCMR, mais qui concerne par contre tout simplement les bailleurs sociaux, avec un concierge qui était dans un local où il y avait beaucoup de trafic de stupéfiants et qui a fini par déprimer. Et son employeur a été déclaré responsable parce qu'il n'avait pas été capable de lui garantir un cadre d'activité professionnelle sécurisé. On a aussi des évolutions positives. Et là, je voulais évoquer quand même cette décision du 7 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire de droit aux marques et que vous avez peut-être suivi sur les kits crack. Un très bel arrêt, une très belle décision, un très beau jugement dans lequel vous avez un juge qui fait l'effort de rappeler toute l'importance, tout l'intérêt de la RDR. Et tout son arrêt est un hommage à la réduction des risques et ça prouve que, bon, ben voilà, les pratiques, elles commencent à changer. Mais ce n'est pas gagné et il faut sans arrêt relancer la machine. Avance, s'il te plaît, à la diapo suivante, Lorraine. Et là, je suis obligé d'arriver sur ce schéma que je vous montre depuis plusieurs années maintenant. Le fond du problème, il est politique. Et ce qui est à craindre, à mon avis, pour l'avenir, le plus grand risque auquel peut se heurter la RDR, c'est tout simplement l'indifférence, voire l'hostilité aux soins. Quand on a une déclaration comme celle du ministre hier, on est sur de l'hostilité, on n'est même plus sur de l'indifférence, et qui s'explique très bien si vous déroulez les différentes étapes par cette dernière étape sur laquelle nous nous trouvons depuis une dizaine d'années,
qui est la lutte contre les nuisances publiques. L'usage de stupéfiants n'est plus perçu comme une problématique de santé, mais comme un trouble à l'ordre public. Et ça justifie des mesures de sanction et on écarte les mesures de soins. Et tu peux passer à la diapo suivante. Le soin n'est plus au cœur du dispositif. Pour les consommateurs, on a un arrêt, tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2020. Une personne qui prétend être sous TSO, dépistée positive aux opiacés, et qui se fait retirer son permis de conduire. On lui dit, il dit, mais enfin, je suis traité, je suis soigné, c'est un traitement médical. Et on lui répond, oui, mais ça n'empêche pas de vous retirer le permis de conduire. Donc, l'effet discriminant des dispositions juridiques sur les personnes prises en charge. La caricature de l'amende forfaitaire cannabis, je n'ai pas le temps de m'étendre dessus, mais vous pouvez lire là et vous pourrez tranquillement reprendre le PPT. Cette idée absolument surréaliste du coupon addiction, proposé par le ministre de l'Intérieur, je fais le lapsus révélateur, par le ministre de la Justice et non pas le ministre de l'Intérieur, et donc qui suggère de donner un coupon addiction aux usagers qui viennent de prendre 150 € d'amende pour usage de stupéfiants. Ça me paraît pas très cohérent. Cela dit, la décision d'hier sur le CBD va fragiliser énormément la procédure d'amende forfaitaire délictuelle, donc ce sera peut-être la solution. Et puis aussi pour les intervenants, et là je voulais quand même vous évoquer les échanges que j'ai eus récemment avec Technoplus, qui s'est retrouvé avec des collections de PV pour violation du couvre-feu, parce qu'ils accompagnaient la rêve, la free party de Lioron, et qu'on leur a collé des amendes comme s'ils étaient eux-mêmes des acteurs. Et puis, pour conclure, puisqu'il me reste 2 minutes, l'incertitude sur l'avenir des salles de consommation à moindre risque, avec un ministre de la Santé qui se dit certes favorable, mais à titre personnel, et un ministre de l'Intérieur qui montre les muscles et qui s'oppose avec un discours qui date des années 70 à ce type de dispositif. Voilà. Alors, je crois que c'est fini pour le PowerPoint, je vérifie. Voilà. Mais peut-être sans PowerPoint, qu'est-ce qui se joue dans la minute qui me reste? Eh bien, Lilian, tu évoquais une guerre des chapelles. Et je pense j'ai envie de vous alerter là-dessus. Moi, je vois revenir l'opposition entre une partie du corps médical et le social. Et une opposition entre addiction et addictovigilance. Je vois beaucoup de choses qui tournent en ce moment autour de la notion de substances psychoactives et qui justifient de nouvelles dispositions comme celle par exemple contre le protoxyde d'azote. Et donc, je pense que là, d'un point de vue théorique, on a à réfléchir si on n'est pas en train de revenir, vous savez, à une approche par produit, par le biais de l'approche par comportement. C'est-à-dire que l'addiction nous a permis de passer des produits au comportement. Et en fait, à travers les substances psychoactives, on est en train de revenir aux produits sous prétexte de l'addiction. Et donc, je pense que dans le cadre conceptuel de la lutte contre les consommations et de l'accompagnement des consommateurs, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et qu'il va falloir peut-être réfléchir dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie et j'espère avoir respecté mes 12 minutes. Parfaitement, Yann. Merci à toi et merci de cette vigilance, de cette attention sur laquelle tu nous attires et que tu nous invites à porter notre attention aussi. C'est vrai que la prévention a en son temps connu ces dérives-là et qu'on peut aussi regarder comment on a pu dépasser la question des produits. Je prends juste 30 secondes pour faire le point, puisque tu as cité la note relative, et je cite l'intitulé là du document, la note relative à la garantie du respect de l'obligation de sécurité des employeurs dans les structures accueillant des usagers de drogue injectables hors gestion hospitalière, qui permettait du coup de poser la question au plan des risques, et notamment des risques psychosociaux, de la sécurisation du coup au sein des établissements. Et donc cette note qui est disponible, tous les adhérents ont de toute façon reçu. Voilà, je donne maintenant la parole à merci Lorraine de remettre du coup cette note, enfin le lien sur lequel on peut télécharger cette note. Je passe donc maintenant
la parole à Marie Geoffrey Roustide. Marie, si tu veux bien, voilà. Je te laisse la parole, Marie. Bonjour à tous et à toutes. Merci tout d'abord à la Fédération Addiction de m'avoir invitée pour cette pré-AG. Merci à Lorraine pour le passage des diapositives. Donc oui, je vais essayer là en quelques minutes de vous parler des liens entre réduction des risques et approche evidence-based, donc au risque des politiques publiques. Diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, donc, ce qu'on sait en sciences sociales, et ce qu'on démontre donc depuis de nombreuses années, depuis les années 80, c'est que les politiques des drogues sont souvent instrumentalisées à d'autres fins que les drogues elles-mêmes, et donc à des fins sociales et politiques. Donc, aux États-Unis, des travaux d'historiens, de sociologues ont montré combien la guerre à la drogue, en fait, était un moyen également de discriminer la population afro-américaine et donc avait donné lieu à l'incarcération massive des Afro-Américains. Et en France, dès les années 80, donc des travaux menés par Zafiropoulos et Pinel ont mis en évidence que la loi de 1970 était un moyen de criminaliser les jeunes contestataires de mai 68. Et donc, sur la question de la guerre à la drogue aux États-Unis, donc on était sur une dimension d'instrumentalisation raciale. Et avec la loi de 1970, au départ, en tout cas dans le cadre du vote de cette loi, c'est une volonté de contrôler la jeunesse qui va être mise en œuvre. Alors, la notion de politique evidence-based, donc basée sur les preuves, est apparue dans le champ de la médecine dans les années 90, mais il est important de rappeler, et je le montrerai tout au long de mon intervention, que cette notion d'evidence-based, en fait, est l'objet d'interprétations variées selon les parties prenantes et les contextes. Alors, sur la question des drogues, on le sait, au-delà une des difficultés de l'acceptation et de la diffusion des mesures de réduction des risques est la prégnance de l'idéologie et de l'émotion, pour parler de ces questions. La réduction des risques pouvant être dénoncée par certains parlementaires comme étant une forme de prosélytisme pour la société et pour les jeunes en particulier. Et puis, ce qu'on entend également beaucoup autour de la politique de réduction des risques, c'est qu'elle serait également un détournement par rapport à l'objectif du sevrage. Et donc, pour avoir travaillé donc, sur l'évaluation des SCMR en France, dans le discours des riverains, cette question du fait que, de certains riverains, du fait que les salles de consommation à moindre risque seraient en fait un moyen de détourner les usagers de drogue du sevrage est quelque chose qui revient très fréquemment. Donc en fait, c'est un discours politique qui a été également intégré par une partie des citoyens. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Merci. Alors, la réduction des risques, elle a également été évaluée. Ce qui a été évalué également, c'est la répression des approches prohibitionnistes. Et donc, la littérature internationale est unanime sur l'impact délétère de la prohibition et de la répression sur l'exposition au risque chez les usagers de drogue. Donc, de nombreux travaux ont montré que la prohibition donnait lieu à des difficultés d'accès aux seringues, avec des confiscations des seringues par la police, des réticences des pharmaciens à vendre des seringues, qui augmentaient l'exposition au risque de transmission du VIH. La criminalisation, elle au-delà de l'impact qu'elle peut avoir sur les professionnels tels que la police ou les pharmaciens, et de leur rapport aux usagers de drogue, elle a des conséquences également sur la manière dont les usagers vont réaliser leurs injections dans l'espace public, puisque dans ce cadre-là, il va y avoir la crainte d'être repéré par les forces de police et des injections réalisées dans l'urgence qui favorisent les complications liées à l'injection. À l'inverse, la littérature internationale a montré également, et en particulier à partir de l'expérience de Vancouver, l'impact positif majeur d'une approche de réduction des risques qui rompt avec la criminalisation et qui a là un impact positif sur la diminution de la transmission du VIH, un impact positif sur la diminution de la transmission du VHC et un impact positif sur la diminution des pratiques à risque, et donc en partie grâce à la mise en place de salles de consommation à moindre risque.
dans la littérature, la question des modèles combinés de réduction des risques a été également étudiée à partir du modèle hollandais. Et ce qui est très important, c'est de voir que la littérature internationale montre que si on ne met en place qu'une partie de la réduction des risques, son effet est limité. Diapositive suivante. Et donc, c'est ce qu'on a observé en France, puisque en 2009, le ministère de la Santé, le bureau addiction, Pascal Mélian-Chenin, commande à l'INSERM une expertise collective à partir d'un constat, le modèle de réduction des risques à la française, qui est centré sur l'accès, sur deux mesures essentiellement, l'accès facilité au traitement de substitution aux opiacés grâce à l'organisation de notre système de santé, donc une gratuité de l'accès dans le dispositif médico-social spécialisé et des réseaux de dispensation en médecine générale très forts, donc qui font qu'on est aujourd'hui un des pays au monde qui a le modèle le plus efficient en matière de traitement de substitution aux opiacés, plus l'accès aux seringues ont certes été efficaces sur la transmission du VIH, mais pas suffisamment sur le VHC. Donc, suite à ce constat d'impact différencié donc du modèle de réduction des risques à la française sur le VIH et sur le VHC, donc en 2009, l'INSERM va mettre en place une expertise collective. 14 chercheurs, dont je faisais partie, vont analyser la littérature internationale. Et parmi les nombreuses recommandations que nous allons faire, on va faire une recommandation sur les SCMR. Alors, pourquoi une recommandation pour les SCMR? Parce qu'en fait, dans l'analyse des données qui ont été effectuées, nous avions repéré donc des données probantes sur la question de la baisse des overdoses et des injections dans l'espace public, et des effets qui étaient positifs, mais l'objet de discussion, qui était un impact non probant sur la transmission du VHC pour des raisons de limites méthodologiques. Donc, il n'y avait pas d'impact direct donc, sur la transmission du VHC. C'est une question qui a été ensuite beaucoup instrumentalisée par le politique. Donc, les recommandations de l'expertise collective de l'INSERM étaient donc d'expérimenter les SCMR, mais en les accompagnant d'une évaluation, donc à partir d'une démarche evidence-based. Diapositive suivante. Alors, suite aux recommandations de cette expertise INSERM, on observe exactement de la même manière que ce qu'on observe aujourd'hui pour les SCMR, une prise de position favorable du ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, et un refus du ministre de l'Intérieur, François Fillon, qui nous dit à l'époque « les salles de consommation à moindre risque ne sont ni utiles ni souhaitables ». Et là, on va avoir une instrumentalisation politique de données scientifiques, puisque la Mildeca de l'époque va instrumentaliser, en les mobilisant, les données de l'OFDT, les données d'Europe, qui mettaient en évidence, donc, concours de calendrier, les données d'Europe sortent au même moment que l'expertise collective INSERM, et elles mettent en évidence que 72% des Français seraient défavorables au SCMR. Alors, dans un article que je pourrais transmettre, on discute justement avec des collègues des limites de l'utilisation des sondages d'opinion pour décider l'implantation de la réduction des risques. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2009, c'est la dimension acceptabilité sociale avec l'argument « les Français ne sont pas prêts » qui va être considéré comme supérieur à la santé publique et donc aux intérêts des usagers de drogue. Alors ensuite, on voit encore une fois que la dimension politique est très importante dans ce débat, puisque François Hollande, élu en 2012, va lui inclure l'expérimentation des SCMR en mobilisant cet argument d'evidence-based. Et puis, ce qui va se passer, ça vous connaissez cette histoire encore mieux que moi, c'est des alliances entre les élus, les professionnels de réduction des risques, des activistes, l'autosupport des usagers de drogue et des chercheurs pour pousser à la mise en place donc des SCMR. Donc en 2016, les SCMR donc se mettent en place dans 2 villes, Paris et Strasbourg, et dans le même temps, c'est quand même important de l'avoir en tête, on a une 50aine de SCMR qui sont implantés au Canada dans le contexte de la crise des opioïdes, qui est un contexte d'urgence sanitaire, où là on voit au Canada que c'est pas la dimension sécurité publique et acceptabilité sociale qui est mobilisée, mais vraiment la question de l'urgence sanitaire,
comme on a pu le voir en France dans les années 80-90, pour la mise en place donc, des traitements de substitution aux opiacés et de l'accès aux seringues avec le VIH. Mais le VIH étant maintenant derrière nous, voilà, il était beaucoup plus… Et comme on n'est pas confronté à une crise des opioïdes en France, on n'était pas dans le même contexte politique que le Canada, mais en tout cas, c'est quand même important d'avoir en tête ce différentiel entre le nombre de salles qui ont été mises en place en France sur 2016-2021 et le nombre qui ont été mises en place au Canada, sachant que le Canada a 2 fois moins d'habitants que la France. Alors là, encore une fois, au moment où les salles sont mises en place en France, on sait que des évaluations étrangères ont produit des données evidence-based très fortes sur l'efficacité des salles de consommation. La Mildeca commande à l'INSERM une évaluation parce qu'il y a la volonté à l'époque, qui est inscrite très fortement d'ailleurs dans le plan Mildeca 2018-2022, d'appuyer l'action publique sur des données probantes. Diapositive suivante. Et donc là, pendant 6 ans, avec 5 autres investigateurs, nous allons donc mettre en place cette évaluation avec une étude de cohorte qui va montrer l'impact positif en santé publique, une diminution des passages aux urgences de 24 points quand on compare les usagers qui fréquentent la salle par rapport aux usagers qui ne fréquentent pas la salle, une diminution de 25 points des injections, de 20 points, pardon, une erreur, des injections dans l'espace public, une diminution de 10 points des pratiques à risque, une diminution de 2 points des overdoses. On observe également un impact sur la tranquillité publique que nous avons mené là à partir d'une enquête qualitative et également une modélisation mathématique où nous avons montré en fait qu'il y avait une division par 3 des seringues abandonnées dans l'espace public à Paris avant et après la mise en place de la salle. Pas d'augmentation des actes de délinquance également observés dans le quartier de la SCMR. En revanche, du point de vue de l'acceptabilité sociale, là, les choses sont encore compliquées puisqu'on observe des vécus de riverains différenciés. C'est ce qu'on a mis en évidence suite à la réalisation de plus d'une centaine d'entretiens auprès de différentes parties prenantes. 160 entretiens ont été menés dans le cadre de cette évaluation. Et pourquoi ces vécus sont différenciés? Parce qu'en fait, ils révèlent des enjeux sociaux et politiques qui vont bien au-delà de la SCMR. Les riverains qui s'opposent à la salle sont des riverains qui ont le sentiment de vivre dans un quartier en dégradé, abandonné par les pouvoirs publics, versus des riverains qui sont favorables à la salle et qui, eux, voient la salle comme une forme de protection et un moyen de pouvoir compter sur des professionnels de la SCMR quand ils rencontrent des difficultés avec des usagers qui injectent dans l'espace public. Autre point de divergence, certains riverains et les autres parties prenantes que nous avons interrogées constatent la préexistence des injections dans l'espace public, dans le quartier de la Gare du Nord, qui ont justifié le lieu d'implantation, alors qu'au même moment, d'autres riverains donc concluent à un effet d'amplification et un effet pot de miel. Concernant les vécus des usagers de drogue, ils sont tous unanimes et ils perçoivent les usagers qui fréquentent la salle que nous avons interrogée et ils perçoivent les SCMR comme des espaces protecteurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de cette évaluation, nous sommes également appuyés sur les données Europe avec toutes les limites de l'utilisation donc des sondages d'opinion dans la décision d'implanter des politiques publiques. Et là, on observe que 76% des Français se déclarent favorables au SCMR en 2018, ce qui montre l'importance de la sensibilisation et de l'explicitation des objectifs des SCMR. Suite à cette évaluation, un communiqué de presse conjoint, INSERM Mildeca sort et propose de déployer les SCMR en les adaptant aux contextes locaux et en mettant en évidence les forces de la démarche evidence-based, l'indépendance scientifique de l'INSERM, la pluridisciplinarité. 40 chercheurs ont été impliqués dans cette évaluation avec une validation de toutes les étapes par un conseil scientifique international et 6 années de recherche. Diapositive suivante. J'ai presque terminé, Catherine. Oui. Je vais conclure sur les apports et les limites de l'evidence-based. Ce qui est important, alors bon, moi étant chercheur, je suis bien sûr tout à fait convaincue des approches evidence-based, mais je pense qu'il faut être vigilant sur ces approches et ne pas penser la mise en œuvre de politiques publiques uniquement en lien avec les approches evidence-based. Pourquoi? Parce que les faits scientifiques, je viens de le montrer, j'espère, peuvent aussi être instrumentalisés par le politique.
Ensuite, parce que les faits scientifiques peuvent être l'objet d'interprétations différentes au sein même de notre communauté scientifique. Parce que certains bénéfices des mesures de santé publique ne sont pas démontrables de manière chiffrée en raison de certaines limites des outils statistiques. C'est ce qu'on voit avec la question du VHC, de l'impact des salles de consommation à monorisque, l'impact direct sur le VHC. Ensuite, il faut avoir en tête qu'il existe différents niveaux de preuves, des preuves d'efficacité, par exemple, qui vont distinguer l'efficacité, est-ce que ça marche, l'effectiveness, est-ce que ça marche en pratique, et l'efficiency, est-ce que ça marche en prenant en compte les ressources disponibles, d'où la difficulté de transférer des modèles d'un pays à un autre. Les conditions d'implantation locale des dispositifs peuvent également faire varier les effets d'une politique publique. C'est la raison pour laquelle il est important de ne pas se réduire à des approches épidémiologiques de type essai randomisé et de s'intéresser également à l'implementation science qui prend en compte les dimensions individu, équipe, organisation, environnement pour comprendre le contexte, les barrières et les facteurs de réussite des programmes de réduction des risques. Dernière diapositive. Il faut également se méfier de la fétichisation de l'objectivation des données quantitatives. On pourra y revenir en discussion. Donc moi, j'utilise des méthodes mixtes dans le cadre de mes travaux, mais je suis également prudente par rapport aux données quantitatives que je produis parce que je connais leurs conditions de production et la manière dont elles peuvent être interprétées. Et je pense qu'il est aussi important d'accorder de l'attention aux méthodes qualitatives en prenant en compte l'expérience de la réduction des risques vécue par les usagers, leur appropriation, les conditions d'exercice des professionnels et de prendre en compte bien sûr le contexte politique puisque le poids de la prohibition et des approches idéologiques est un frein à la réussite du déploiement des programmes de réduction des risques. D'où l'importance de mettre en œuvre des évaluations pluridisciplinaires qui ne se contentent pas d'essais randomisés contrôlés, qui visent à analyser l'efficacité d'une mesure et qui sont le gold standard en matière d'evidence-based, mais pour lequel des approches critiques existent aujourd'hui. Il existe également des limites éthiques aux approches médico-économiques de coût-efficacité, puisque, selon moi, et c'est un avis que partagent de nombreux autres chercheurs, certaines mesures de santé publique doivent être mises en place pour des raisons humanitaires par rapport à des choix de société, tout en étant évaluées, bien sûr, afin de bénéficier au mieux de leurs apports, mais même des dispositifs qui ne sont pas coût-efficaces méritent d'être développés et implantés. D'où l'importance d'introduire la science dans le débat, tout en ayant conscience de nos apports, mais aussi de nos limites, et de garder en permanence une approche réflexive, critique sur nos données. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions beaucoup, Marie, pour à la fois cette présentation, à la fois les résultats et puis aussi toutes les limites que tu soulignes quant à la démarche evidence-based et du coup, ce qui fait des choix qui sont aussi des choix d'évolution de pratiques professionnelles et des choix de politique sans être naïf sur les instrumentalisations de part et d'autre. Merci beaucoup, Marie. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Maxence Granier en tant que président d'ASUD. Jean-Maxence, tu es quelque part dans le panel, dans les vignettes. Voilà, je te laisse la parole, Jean-Maxence. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi et à Jean-Michel de m'accueillir au sein de cette pré-AG. Et merci à Lilian, à Yann et à Marie là, pour ces exposés très intéressants. Je vais peut-être me contenter de souligner quelques points qui me paraissent vraiment importants. Le premier d'entre eux, c'est effectivement ce durcissement que vous avez été plusieurs à évoquer, hein, je dirais de la guerre à la drogue en général, et du coup hein, de la RDR, comme si au fond cette zone démilitarisée, cette bulle un peu d'extraterritorialité qu'était la RDR, en fait, elle était reprise dans le champ de force prohibition des prohibitions. On l'a vu avec les propos du ministre. Et ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a longtemps sur le féminisme qui s'appelait Backlash. C'était une féministe américaine qui avait écrit ça dans les années 90 pour parler du retour de bâton par rapport aux avancées des années 70. Et j'ai l'impression qu'on a affaire à une sorte de backlash aujourd'hui. Et pour moi,
ce relatif consensus qui s'était installé sur la réduction des risques, j'ai l'impression qu'il est effectivement fragilisé. Et c'est vrai qu'on l'a rappelé, Lilian l'a rappelé, hein, cette origine, il y a un risque infectieux qui était un peu, au fond, entre guillemets, par accident apparu, hein, le risque sida et aussi hépatite C, et qui a motivé pour une large part la révolution qu'on connaît avec l'extraordinaire efficacité effective, pour le coup, et au fond remis en cause dans le champ plus étroit de l'addiction elle-même. Et c'est vrai que, voilà, et on se heurte chez des décideurs politiques à une éthique de conviction, hein, exprimée sous une forme quelquefois vigoureuse, hein, la drogue c'est de la merde, et du coup qui nous éloigne au fond de cette éthique de responsabilité qui était celle portée, mue par la réduction des risques. Et souvent on présente ces deux éthiques comme si elles étaient équivalentes, mais dans l'esprit de Max Weber, il est très critique avec cette éthique de conviction, surtout quand on est un décideur politique. Et puis le dernier point dans cet ordre d'idées, c'est que au fond le débat même sur ces questions reste difficultueux, alors qu'on pourrait penser voilà, et vous l'avez rappelé, qu'il y a des expériences, des évolutions juridiques, des évolutions dans l'opinion très importantes. Il continue à fonctionner un peu comme malgré tout un régime d'exception. Et ça, voilà, ça constitue dans la capacité même à avoir une discussion sereine, démocratique, informée, une difficulté supplémentaire. Ça, c'était le premier point, et je crois qu'on est d'accord pour en tout cas se rendre compte de ce que j'ai appelé le durcissement. Il y a peut-être aussi des nouvelles problématiques, hein, par rapport à un paradigme qui est beaucoup né autour plutôt de l'héroïne, du sida et de l'injection, avec des nouvelles problématiques. Bon, là, en ce moment, elles sont nouvelles, disons, elles sont de nouveau mises sur la scène, mais là, je pense beaucoup aux scènes de crack et effectivement au fait qu'on est obligé de penser une RDR en dehors, par exemple, des outils traditionnels de la substitution qui peuvent exister pour le tabac ou qui ont existé ou qui existent pour les opioïdes, les opiacés. Et donc là, avec effectivement des questions de régulation, de sortie de l'usage, de prise en charge globale, et dans lequel, au fond, la frontière réduction des risques, soins, prise en charge est moins nette. Et puis, un deuxième point aussi qui me paraît très important et qui est sur le devant de la scène là, avec le jardin des Halles, c'est à la fois des tensions entre des choses qui sont liées à du moyen ou du long terme, justement les politiques de réduction des risques, et des politiques très court terme de maintien de l'ordre. Pour noter au fond que ces deux approches sont en général considérées comme orthogonales l'une à l'autre, y compris dans l'esprit des politiques, alors qu'elles pourraient être davantage intégrées et articulées, et que la réduction des risques pourrait aussi faire partie, je dirais, du rôle des forces de l'ordre. Il y a un certain nombre de forces de police dans un certain nombre de pays qui ont cette culture-là, qui est loin d'être partagée chez nous. Et je me demandais si l'émergence de police municipale ne pourrait pas jouer ce rôle-là. Ça vous paraîtra bizarre qu'un représentant des usagers tienne ces propos, mais je pense que, voilà, que la RDR devrait investir, hein, le champ aussi de l'espace public et de ceux qui le régissent. Voilà. Et puis le dernier point, et ça a été évoqué plusieurs fois, et c'est un point sensible pour Assud, c'est le licite et l'illicite. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai que la convergence RDR sur les produits licites et illicites, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a des effets d'éclairage mutuel, d'enrichissement, ce qui est en train de se passer autour du tabac et de la vape. Ça donne à penser dans le champ des drogues illicites, et on aurait tort de se priver de cette approche globale, je dirais tout produit, tout psychotrope, avec en plus
des produits dont le statut lui-même est ambivalent. On le voit avec les discussions autour du CBD. Et puis en même temps, nous, on est sensible à l'idée de maintenir une vraie frontière, enfin, à la maintenir, à la considérer, c'est pas nous qui la maintenons, entre le licite et l'illicite, parce qu'on voit bien que la RDR dans le champ de l'illicite relève plus d'une espèce d'exception ou de tolérance, malgré tout, malgré le cadre juridique que tu as rappelé, Yann, alors qu'elle peut devenir beaucoup plus globale et concerner et se définir comme une démarche d'ensemble pour les produits licites. Et puis peut-être le dernier point que je voudrais souligner qui est important aussi à nos yeux, c'est l'articulation entre la question de la réduction des risques et la question du soin. Et c'est vrai que nous, il faut faire attention à ce que l'approche sanitaire, comment dire, n'oblitère pas la dimension, au fond, d'une certaine légitimité de la demande et de l'usage. Parce que le risque du seul regard pathologique, c'est qu'effectivement, au fond, il renforce d'une certaine manière le discours de prohibition. Donc là, il y a un vrai enjeu, certainement, à la fois de distinction et d'articulation entre soins et réduction des risques. Et c'est, par exemple, une question intéressante, et elle a été évoquée par Liliane, et moi, je le ramène à la question de la pérédance. Est-ce que la pérédance, c'est forcément des profils de gens qui ont, disons, plutôt des parcours de rétablissement et qui sont tout à fait légitimes hein, dans cet univers-là, ou est-ce que ça peut être aussi des pères aidants, justement, je dirais, de la réduction des risques, de l'usage, et évidemment, il y a des tas de modèles intermédiaires, mais c'est une discussion importante au moment où on sent bien que la pérédance voilà, est dans une dynamique importante, même si il y a une sorte de discussion très large et très ouverte sur sa définition même. Et puis en même temps, de l'autre côté, je pense que c'est important de penser la réduction des risques et le soin dans ce qu'ils peuvent partager en commun et dont on est les uns et les autres des soutiens, c'est la dimension justement d'autonomie, c'est la dimension communautaire, c'est le fait de s'appuyer sur des savoirs expérientiels, c'est l'idée aussi d'avoir une conception large des situations des personnes concernées et de se situer dans des prises en charge globales qui prennent en charge toutes les vulnérabilités et toutes les précarités et qui ne fassent pas, comment dire, de la question addictive une sorte d'abcès de fixation difficile à traiter mais facile à représenter et à stigmatiser. Donc voilà les réflexions que ça me suscite en moi que ces premiers échanges. Et en tout cas, pour conclure et pour aller vite, le sentiment que si la RDR reste dans une position comme ça un petit peu négociée avec le dispositif prohibitionnel, elle restera porteuse d'une faiblesse congénitale. Et donc, je crois qu'il faut si on veut pleinement la réaffirmer, la légitimer et la faire évoluer, elle va de pair, et je crois que vous en êtes d'accord, avec un discours plus large sur effectivement la création d'un espace dépénalisé qui repose forcément à un moment ou à un autre sur la légitimité de la demande de psychotropes, qu'elle se fasse au nom du plaisir, de l'automédication, de pratiques culturelles ou autres. Donc c'est cette dialectique-là, pour moi, qui est nécessaire à mettre en place et à partager si on veut que ce modèle qui a été extraordinairement efficace, et on l'a rappelé sur certaines grandes crises de santé, continue à jouer tout son rôle au sein de la société française. Voilà ce que je voulais évoquer
à la fois en vous écoutant et en ayant réfléchi avec mes camarades d'Asud à cette question. Merci beaucoup, Jean-Maxence. Merci beaucoup pour cette mise en exergue, parfois aux allures de synthèse de ce que nos collègues ont précédemment fait, et puis de cette mise en perspective. Et puis, je te remercie aussi à titre personnel, parce que dans mes moments d'énervement, je me rappellerai juste que j'ai juste un différentiel d'éthique de conviction avec le ministre de l'Intérieur. Ça pourra utilement m'aider. Et je remercie vraiment, Jean-Maxence, c'est éclairant. Et je laisse tout de suite, du coup, la parole à Sébastien Béziot pour prolonger sur ces questions de RDR depuis sa position de membre de SOVAP. Sébastien. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, j'ai bien écouté tout le monde, c'était très intéressant. J'ai pris pas mal de notes. Pas facile de rebondir sur le vapotage parce que je pourrais prendre plein d'angles. Je vais peut-être présenter l'association SOVAP. On s'est monté en fait un peu en mode réactif. Je reprends les mots qu'a donné Yann à un moment donné, parler d'indifférence et d'hostilité. En fait, le vapotage est arrivé un petit peu dans une indifférence. C'est arrivé, les usagers s'en sont saisis. Absolument personne, que ce soit les pouvoirs publics, les professionnels de santé, même les commerçants, les buralistes, même les industriels du tabac n'ont vu venir le truc. Ce sont vraiment les usagers qui ont pris le vapotage en main dans une sorte d'indifférence. Voilà. Et puis ça s'est répandu pour une raison toute simple, c'est que ça marche. Voilà. Donc les usagers se sont auto-renseignés avec beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il commence à y avoir quelques études qui ont été très rassurantes. Ça s'est développé, ça fonctionne parce que ça marche. Là, on est en train c'est à peu près 15 ans que le vapotage est arrivé. Ça fait 10 ans qu'il s'est répandu de façon avec je ne sais pas qui fait un bruit là, avec un réseau de distribution professionnelle qui est issu des usagers, c'est-à-dire que moi je suis très copain avec les plus grands fabricants français et commerçants, distributeurs qui sont tous indépendants évidemment de l'industrie du tabac et qui sont tous des anciens fumeurs, en fait, qui ont découvert le vapotage et puis les chemins de vie font qu'à un moment donné, ils se sont dit, je vais en faire mon métier. Donc, qui est fabricant de liquide, qui est commerçant, qui est pure player Internet, etc. Et là, depuis, alors ça a été très progressif, mais là, ça devient très agressif. On est dans une période d'hostilité. Là, on est vraiment rentré dans le vapotage est attaqué, en fait. Donc, pour faire clair, les produits étaient ouverts, les consommateurs s'en servaient comme ils voulaient, il n'y avait pas forcément de taux de nicotine maximum. Bon, c'était, on va dire, entre guillemets, un peu la fête du slip, mais il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de mort, pas de malade, rien du tout. Et petit à petit, se mettent en place des réglementations. Donc, il y en a une réglementation qui a eu lieu il y a 4 ans avec la TPD2 qui a limité les taux de nicotine, qui a limité les flaconnages à 10 millilitres. On sait déjà les effets pervers de ces décisions, c'est-à-dire plus de difficultés pour arrêter de fumer à cause du taux de nicotine trop bas, des produits qui sont plus chers parce que conditionnés en 10 millilitres. Et malgré ces effets pervers, là, on voit arriver de nouveau des réglementations hostiles au vapotage avec les deux grandes idées qui sont de supprimer les arômes, de les réduire très fortement, alors avec des schémas de réflexion qui sont complètement ubuesques, c'est-à-dire qu'on considère que comme ça devrait être un produit qui ne serait ouvert qu'aux fumeurs, ce qui est le cas en réalité, il faudrait que les arômes ne soient que tabac. Donc, pour quitter le tabac, n'utilisez que des arômes tabac.
c'est génial. Moi, ça fait 8 ans que j'ai arrêté de fumer, 8 ans que je vape et je vape plus du tout du tabac en fait. Je vape des fruits rouges, du gâteau, du biscuit, voilà. Donc ça, c'est des arômes. Et puis les taxes. Aujourd'hui, on veut taxer le vapotage. Donc en fait, les gens arrêtent de fumer. Donc bah, c'est très bien, hein, ils ne payent plus leurs 400% de taxes sur les cigarettes. Et là, on décide de taxer le vapotage. Donc, on ne comprend pas bien non plus. C'est ce qu'on nous demandait, en fait, hein, arrêtez de fumer, arrêtez de fumer. Et maintenant, bah, on va vous taxer. Voilà. Alors, j'ai quelques opportunités pour discuter avec des gens qui sont un petit peu dans les réseaux, l'administration, etc. Puis on me l'a dit, en fait, clairement, on m'a dit, bah oui, mais c'est une opportunité fiscale, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est une façon de faire rentrer de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, bon, moi, de mon point de vue, c'est absolument pathétique, mais bon, c'est la réalité. Alors, les taxes, les arômes, toutes les limitations, tout ça est pris au prétexte des jeunes. Aujourd'hui, c'est devenu un concept chez nous, c'est-à-dire le prétexte des jeunes. C'est-à-dire les jeunes pourraient rentrer dans le tabagisme à cause du vapotage. Alors, c'est assez dramatique parce qu'en définitive, c'est faux. Alors, pendant plusieurs années, on pouvait se dire, bon, ok, intuitivement, on pourrait se dire que pourquoi pas, c'est un risque. Mais aujourd'hui, sur le terrain, et on a des études, aujourd'hui, que ce soit américaines ou même françaises, hein, notamment au niveau de l'INSERM, c'est faux. C'est faux. En fait, le vapotage est un rempart. Alors, c'est pas quelque chose de complètement étanche, mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont expérimenter le vapotage plutôt que expérimenter la cigarette. Donc déjà, c'est un bon gros niveau en dessous, et ils vont s'arrêter là. Ils vont pas aller expérimenter la cigarette derrière. Donc c'est statistique. Même une étude à San Francisco sur les différents districts. Il y a eu des interdictions d'arômes à San Francisco sur un district de San Francisco et les autres districts autour n'interdisaient pas les arômes. On a eu en un an, c'est-à-dire vraiment très rapidement, une augmentation de 10% du tabagisme des jeunes. Du tabagisme, hein. Voilà. Donc, voilà. Pour rebondir sur tout ce que vous dites, ce qui est assez étrange, c'est que le vapotage, c'est pas une drogue, c'est une alternative pour sortir du tabac. Ça fonctionne très bien, ça fonctionnait très bien. Et alors, c'est de la réduction du risque, mais c'est un petit peu différent parce que quand on vapote, on ne fume plus du tout. Donc, c'est même pas une réduction du risque, c'est une suppression du risque de fumer. On va vers autre chose, vers une alternative, mais les risques qui sont liés à la fumée sont totalement supprimés du fait qu'on ne fume plus. Donc, on consomme de la nicotine propre d'une autre manière, mais on ne fume plus de toute façon. Donc, c'est vrai que ça se rapproche beaucoup de toutes vos thématiques, mais c'est quand même assez différent. Et aujourd'hui, on a vraiment ce problème d'hostilité grandissante et qui, on a les analyses aussi au niveau de l'Europe, etc., qui aujourd'hui réduisent vraiment l'essor du vapotage et c'est bien fait sur la santé publique en fait. Hein. Voilà, toutes ces réglementations marchent à l'envers. Voilà. Pour conclure, c'est très intéressant, je pense, pour vous, le vapotage, et j'en discute souvent avec vos collègues, c'est vraiment un support d'évangélisation de la réduction des risques. Nous, à Sovap, on supporte un groupe autosupport sur le vapotage, et en fait, on a vraiment, c'est 30% de la population qui fume, donc on a vraiment toutes sortes de populations, et le vapotage est vraiment un support d'explication et d'expérimentation du concept de réduction des risques. Et en ce sens-là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'effectivement, c'est un public très, très, très large, le public de fumeurs, et ça permet d'expliquer ces principes de réduction des risques. C'est-à-dire, je fume, c'est très, très, très risqué. Je vapote, c'est peut-être risqué, mais de toute façon, d'un point de vue relatif, ça reste immensément moins risqué que le tabac. Et c'est
enfin le tabac fumé, pour être bien précis. Et c'est intéressant parce que ça apprend aux gens justement que les choses ne sont pas complètement noires ou blancs, et notamment par rapport aux drogues. On a vu des gens évoluer, notamment sur les questions de cannabis, etc., et se rendre compte qu'à un moment donné, ah oui, il faut peut-être voir les choses un peu différemment et pas être stricto oui, non, abstinence contre consommation. Dernier point, parce que c'est important de le préciser et puis que vous le sachiez, même si certains d'entre vous s'en doutent, c'est assez dramatique parce que les pires ennemis du vapotage aujourd'hui sont les gens qui sont censés se battre contre le tabagisme. Voilà, c'est-à-dire que vraiment les gens qui se battent contre le vapotage aujourd'hui, qui nous sortent les pires fake news, les pires détournements, les interdictions d'arômes, les taxes, etc., ce sont les anti-tabac, moyenâgeux hein, pour nous, mais ce sont ces entités qui sont là, a priori, pour lutter contre le tabagisme. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant, voilà, pour nous. Je ne sais pas si ça vous va. Merci beaucoup, Sébastien. Ce que je vais proposer là, c'est si nous avons le temps, un peu de temps, parce que et je vous en remercie, vous avez tous parfaitement respecté le temps qui était imparti. Donc, on va pouvoir peut-être prendre quelques questions, quelques retours, quelques observations, peut-être une ou deux. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, vous vous manifestez dans le chat, s'il vous plaît. Oui, enfin, je vois, j'entends, mais… Patrick Favrel. Oui, merci à tous là et toutes pour vos interventions. Je retiendrai particulièrement l'intervention de Marie et de Yann, et notamment le titre que donnait Yann, qui est en fait un flou politique. Si on se reporte en fait à la RDR en mouvement aujourd'hui, on peut tirer satisfecit d'augmentation de budget, on peut tirer satisfecit de multiplication des dispositifs, mais en aucun cas, en fait, aujourd'hui, les acteurs de RDR ne pèsent réellement sur la politique de santé publique et la politique en général au niveau des drogues. En très clair, aujourd'hui, si on prend toutes les associations de RDR et de lutte contre la prohibition, on n'est même pas au niveau de la Global Commission et de la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues. Donc ça pose réellement une question, c'est comment en fait il serait possible de trouver un nouveau souffle. Je vais prendre un exemple, il est très simple. Lorsque en fait on a milité pour les salles de consommation, je vous ramène à 2010 quand même, avant que l'expérimentation se fasse en 2016, on a fait une connerie. Le collectif du 19 mai était avant tout une avant-garde politique. Et on a cru faire bien, on a laissé en fait l'effecteur qui était Gaïa s'emparer en fait du domaine, et le collectif du 19 mai s'en est retiré. Aujourd'hui, on voit en fait les incidences que ça a. Et pour revenir aussi sur ce que disait Yann, tu parlais de chapelles, Yann. Il y a des chapelles, il y a des églises, il y a des cathédrales. Et en clair, il n'y a pas réellement de mouvement collectif unanime, fédératif, puisqu'on est à la fédération addiction, qui permettrait en fait de jouer autrement. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il faut véritablement se rapprocher des politiques. Il est vrai qu'à gauche, on n'est pas très aidé aujourd'hui sur l'affaire, mais ça veut dire de le faire. Ça veut dire un travail de fond aussi avec les parlementaires qui est insuffisant. On interpelle les parlementaires exclusivement au moment où il y a débat. On n'a pas de travail de fond qui se fait, et c'est bien dommage. Dernier point, mais
ça me semble aussi important. Si on regarde un peu ce qui s'est passé aux États-Unis et la rapidité, en fait, plus ou moins grande, avec laquelle la légalisation, les régulations du cannabis et voire les dépénalisations des usages des drogues se sont faites, ça veut dire quoi? Ça veut dire du marketing politique, ça veut dire des interventions professionnelles, et ça veut dire que les associations doivent d'une façon ou d'une autre construire avec des professionnels de la communication non seulement un discours, mais un programme qu'on doit mettre en avant sur l'ensemble de la société. Merci. Merci Patrick pour ces éléments. Catherine, Oui, je t'en prie, Marie. Je t'en prie, Marie, vas-y. Sur ce que vient de dire Patrick, parce que Patrick vient de mobiliser donc l'exemple des États-Unis avec la question du cannabis. Et je trouve que l'exemple des États-Unis, il est intéressant aussi à penser en miroir avec la France, c'est-à-dire que les États-Unis actuellement sont présentés comme un modèle grâce à la légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis aux États-Unis, elle se fait de manière extrêmement inégalitaire, hein. Elle reproduit les inégalités sociales, en particulier pour ceux qui retirent les bénéfices de ce marché. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que les États-Unis, en matière de réduction des risques, sont extrêmement en retard. Il y a encore des États aux États-Unis où il n'est pas possible de distribuer des seringues. Leurs programmes de réduction des risques ne sont pas financés par des pouvoirs publics, mais uniquement par des fonds, mais majoritairement par des fonds privés. Et ça s'est traduit par une catastrophe dans le cadre de la pandémie de Covid, où il y a eu des ruptures d'accès aux soins, des ruptures d'accès aux traitements de substitution, des ruptures d'accès aux seringues, pendant qu'en France, enfin, autant, bon, il y aurait des choses à redire sur la gestion de la pandémie par l'État, mais en France, on peut quand même se féliciter de les réactions vraiment extrêmement dynamique des acteurs de réduction des risques et du soin spécialisés dans le cadre du Covid. Donc, c'est en partie grâce à l'action des acteurs de terrain et du travail que vous avez fait à la Fédération Addiction. Mais ce qui joue aussi, c'est le fait qu'il y ait des fonds publics pour le soutien de la réduction des risques en France. Et c'est vrai que voilà, le modèle américain, il a aussi, je pense qu'il a aussi ses limites. Merci Marie. Y a-t-il une autre intervention qu'on pourrait prendre là assez rapidement? Sébastien, tu... Non? Désolé, je vous vois en tout petit. Catherine, je veux bien Marie Debreu. Marie, je t'en prie. Bonjour Marie, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais peut-être donner une note un peu plus positive suite à l'intervention de Patrick, parce que ça me semble quand même important. On est dans une période un peu de résistance et qui est difficile. C'est intéressant d'avoir une analyse des dynamiques collectives et d'ailleurs, il y a un an, il me semble que j'étais intervenue à la pré-assemblée générale où j'avais eu l'occasion de revenir et de faire un tour en fait entre le mouvement de limiter la casse que je n'ai pas connu moi-même, hein, mais après avec l'Association française de réduction des risques et aujourd'hui où nous en étions, notamment avec le collectif pour une nouvelle politique des drogues qui rassemble de nombreux acteurs, on est une vingtaine aujourd'hui. Alors, je pourrais les citer si je vais quand même les citer parce qu'il y a Médecins du Monde, la Fédération Addiction, SOS Addiction, Ligue des droits de l'homme, Syndicat de la magistrature, Syndicat des avocats de France, le Cirque, Principe Actif, Technoplus, l'Association guyanaise de réduction des risques, Ligue des droits de l'homme. Je pense que j'en ai oublié, mais en tout cas c'est très diversifié et je les cite parce qu'il n'est pas suffisamment connu. Ah, Sudan, mais oui, excuse-moi, Jean-Maxence, excuse-moi, toutes mes excuses. Et Police contre la prohibition, absolument, voilà, c'était le risque de ne pas les citer tous. Et en tout cas, je pense que des fois, il faut prendre du recul. Effectivement, on est toujours en retard en France sur des tas de choses. On n'a pas de culture de santé publique, enfin, on peut se targuer de plein de choses. Néanmoins, quand on prend un peu de recul, on a quand même réussi à faire des avancées énormes en 30 ans. Moi, je peux le voir aussi en étant
une association comme Médecins du Monde ou sur d'autres thématiques, on n'a pas eu autant d'avancées que sur la réduction des risques d'usage de drogue, à tel point qu'effectivement aujourd'hui en France, on a fermé notre dernière mission de réduction des risques, on a transféré plutôt la mission sur l'analyse de drogue et je pense qu'on peut en être très fiers collectivement, parce que c'est pas juste nous, aujourd'hui il y a plein d'acteurs qui le font. Donc je pense que je voulais remettre ça en place. Il faut aussi savoir se serrer les coudes et se donner de se rassembler, d'autant plus qu'il faut encore rappeler, et en France, qui a les moyens de faire du plaidoyer sur les questions de drogue? Il n'y a personne, à part Médecins du Monde, qui a des fonds propres, aide en partie aussi la Fédération Addiction, vous le faites, et après toutes les autres associations le font, et celles que j'ai citées le font bénévolement, mais on n'a pas de moyens. Moi, je rêverais d'avoir une commission globale, une commission française sur la politique des drogues. Voilà, on poursuit, on a une dynamique qui est déjà belle, je trouve. On a réussi à avoir une belle mobilisation sur 50 ans de la loi de 1970, avec des reprises par la presse, des reprises par le rapport de la mission d'information parlementaire. C'est évidemment pas suffisant. La dépénalisation de l'usage de tout stupéfiant n'est pas prise en compte, malgré l'envie pour certains et certaines d'aller vers la légalisation du cannabis. En tout cas, je pense qu'il faut continuer à se rassembler. Moi, je suis très heureuse de pouvoir assister à votre assemblée générale et d'avoir l'opportunité de porter et de croiser des projets ensemble. Donc voilà, je voulais vous partager ça et vous dire que quand même si c'est très difficile par rapport à des thématiques autres qu'on a à Médecins du Monde, on a fait quand même des grandes avancées en 30 ans de combat sur ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie, merci. Et c'était important effectivement de repositionner aussi le travail du collectif tel que tu l'as refait. Yann, on me souffle dans l'oreillette rose que tu voudrais prendre la parole. Rapidement, parce que je suis, en fait, je pense que c'est pas contradictoire ce qu'ont dit les différents intervenants. On a une action, et moi, pour vous avoir vu travailler au moment de la loi de 2016, votre action elle a été déterminante, mais on peut citer un autre événement sur lequel vous étiez super mobilisé, c'était la question de l'expulsion des familles quand une personne avait été condamnée pour usage de drogue pour faciliter le travail des bailleurs sociaux, où là aussi vous êtes mobilisé. Simplement, pour se mobiliser, il faut être deux, c'est-à-dire qu'il faut des acteurs qui portent une parole, il faut aussi un politique qui la reçoit. Là, actuellement, le dialogue, il faut bien l'avouer, il est très limité. Ensuite, il y a une deuxième remarque. Et alors là, je suis désolé, hein, mais je vais m'inclure dedans. Nous sommes vieux. Et j'ai vu les réflexions là que Marie, tu parles de limiter la casse. Enfin, on a tous nos références comme ça qui remontent maintenant pour certains d'entre nous. On se connaît depuis les années 90, quoi, voire fin des années 80. Et je discutais avec une journaliste d'un grand journal du soir, comme on dit, et je lui ai raconté, il y a 15 jours, je lui ai raconté l'histoire de la RDR. Et elle me dit, oui, mais tu comprends, moi, j'étais pas né. C'est pas mon histoire, c'est pas mon vécu. Et je pense en fait que il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il va falloir recomposer. On est passé d'une période où on était actif dans un mouvement à quelque chose qui est maintenant historique. Vous avez utilisé le terme RDR historique, à maintenant une nouvelle action, et il va falloir rappeler l'histoire, parce que l'histoire, il faut former les gens à l'histoire, donc il va falloir rappeler l'histoire et expliquer l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Nous allons clore ce moment de pré-AG. Juste vous rappeler, puisqu'il en a été question, notamment dans les dernières interventions des uns et des autres, que en effet, la question de l'actualité politique qui est toujours brûlante et qui nous amène à réagir, et avec évidemment, c'est l'essence même de la réaction, sans qu'on ait trop d'anticipation pour construire un peu les choses. En tout cas, le conseil d'administration de décembre dernier, le conseil d'administration de la Fédération Addiction de décembre dernier a effectivement voté la formalisation et la diffusion d'un plaidoyer sur la RDR
Alors un plaidoyer qui serait souligne l'importance, l'urgence là d'avancer sur les enjeux de réduction des risques à partir des éléments qui sont contenus dans la loi de 2016 auxquels on a largement fait référence aussi dans ces interventions. Donc ce plaidoyer, on ambitionne de le diffuser en fin de semaine et notamment autour donc de cette date du 26 juin qui est consacrée à Support Don't Punish. En tout cas, voilà, l'idée c'est de porter ce plaidoyer-là. Je constate aussi, et en vous entendant, que dans la continuité de l'histoire de la RDR et de la suite, du coup, de la manière dont on pourrait sédimenter et faire évoluer les choses, en tout cas, il y a une intention toute particulière, sans doute, à travailler mieux l'articulation entre prévention et RDR, ne serait-ce que pour que nous ne reproduisons pas les erreurs qui ont été faites en matière de prévention. On a parlé de l'approche par produit, on a parlé aussi de la question de la posture, et c'est sans doute là-dessus qu'il nous faut travailler, sans pour autant que ça gomme les questions de spécificité de prise en compte des produits, spécificité de prise en compte des comportements, et sans non plus tomber sur une approche qui serait trop technique. Je retiendrai quand même deux éléments aussi de ce que vous avez amené les uns et les autres. On parle de défaut congénital. Alors voilà, il faut aussi qu'on s'intéresse maintenant à des éléments peut-être un peu plus biologiques, mais en tout cas, attention à ce qu'on puisse aussi repositionner la question de la réduction des risques sur ces liens sur cette évolution et ces liens qui nous amènent vraiment à retravailler ces questions de posture.